Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on a une collaboration spéciale pour vous. On vous en avait parlé dans les dernières semaines qu'on allait avoir une série de collaborations. C'est la première. C'est pas la première collaboration des engagés publics. On en avait fait une avec le Space Trash Show là, quelques années. Mais là, ça faisait un petit bout. Puis, on a eu cet appel-là avec le Cigare Apéro, un balado qui traite de politique. Le balado de Jeffrey Hull. Salut Jeffrey, comment tu vas? Salut Denis, ben, très très content d'être là. Puis aussi, c'est un balado que tu as en collaboration avec Hélène Bernardo. Salut Hélène, comment tu vas? Ça va très bien, ravi d'être avec vous ce soir. Oui, puis avec nous, effectivement, parce que je ne suis pas seul pour cette collaboration-là. Je suis aussi avec Louis-Philippe Valiquette. Salut LP, comment tu vas? Salut, ça va bien? Et je suis aussi avec, et nous sommes avec Jean-Samuel Plante. Salut JS. Salut, bien content d'être là ce soir. Donc, ça s'appelle Apéro Cigare. On s'est fait un petit drink. Il nous manque juste le cigare. Mais j'en parlais tantôt avec Jess, c'est trop cher, fait qu'on va laisser faire. Donc, voilà, super content pour cette collaboration. Là, je me cherche dans mes pitons. Hey, il y a Snoopy avec une... Oups, non, du tout, j'ai menti. Il y avait Snoopy. Snoopy, il a choqué. Il est genre juste à côté de son panier. Donc, allons-y avec notre premier sujet. C'est Hélène qui va nous présenter le premier sujet ce soir. Vous savez comment ça fonctionne, hein, les engagés publics? Ça ressemble aussi à ça chez Apéro Cigare. Ce qu'on fait, c'est que tout le monde arrive avec un sujet, puis on fait un tour de table. Donc, chacun notre tour, on va vous présenter un topo tiré de l'actualité. Puis, après ça, bon, on va faire notre 110% de la politique. On va donner un petit peu notre point de vue là-dessus. Puis on va essayer à travers tout ça aussi de démystifier les choses. Donc, je te laisse nous présenter le premier sujet, Hélène. Oui, merci beaucoup, Denis. Dans le fond, notre premier sujet, c'est Jeff qui l'a choisi. Puis ce soir, il veut nous parler du rôle des villes partout au Canada, notamment sur leurs finances, leurs dépenses. Pourquoi les villes sont si dépensières? Comment on gère ça? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'elles sont limitées? Jeff, je te donnerai la parole pour nous parler de ton sujet. Ouais, ben écoute, merci beaucoup Hélène, merci. Non, mais effectivement, je voulais parler des villes parce que ça fait un petit bout de temps que je suis l'actualité là-dessus. Puis, j'ai lu un article justement de Radio-Canada qui parlait de la ville de Toronto où justement, en fait, la ville a annoncé au niveau de son dernier budget un manque à gagner assez important. Là, on parle de 10% du budget, c'est-à-dire 1,78 milliard. Et c'est pas seulement la ville de Toronto, en fait, où il y a un gros problème financier. C'est le cas pour la majorité des villes au Canada. On voit de plus en plus les villes canadiennes qui ont de la difficulté, en fait, à joindre les deux bouts. Puis, leur seule manière, en fait, d'augmenter leurs revenus, c'est avec l'impôt foncier. Puis, ça peut augmenter le coût de la vie des citoyens, puis ça peut aussi créer des inégalités. Donc, je voulais peut-être jaser avec vous, les boys, ce que vous en pensez, et aussi Hélène, je ne t'oublie pas, mais peut-être savoir en fait un peu votre point de vue là-dessus, parce que pour moi, je dirais que le partage des revenus puis la pointe de tête au niveau des villes canadiennes en ce moment est un enjeu qui va simplement s'aggraver puis qui pourrait devenir particulièrement là, difficile. Là. J'utilise un gouffre financier. J'allais dire burden, là, mais on ne fera pas d'anglicisme. On va commencer, ça ne t'ennuie pas, je vais faire un petit peu de trafic à travers tout ça. Je propose de commencer avec le point de vue de JS sur le dossier. Est-ce que tu as pu un peu creuser le sujet, JS? Mais j'ai une observation à faire parce qu'on parlait des villes canadiennes, puis je me souviens en 2012, des personnages, il y avait Éric Duhaime puis Jean-François Lisée qui faisaient beaucoup de débats sur la gauche versus la droite. Puis Jean-François Lisée avait sorti un livre, là, 99 raisons de mettre la droite KO, là, je me souviens. C'était à peu près ça le titre. Ouais, de 99 façons. Oui, exactement. Puis, il faisait des comparaisons beaucoup avec l'Ontario puis le Québec. Puis, une des choses qui était très intéressante à voir, c'est qu'en Ontario, puis je pense que c'est dans le reste du Canada, les villes ont beaucoup plus de services sociaux à supporter. Donc, une partie des écoles, je ne me trompe pas, une partie là, de ce qu'on pourrait qualifier de CLSC, par exemple. Il y a beaucoup plus de programmes sociaux et gouvernementaux qui sont supportés par les villes canadiennes. L'itinérance, mais à un niveau beaucoup plus formel qu'ici à Montréal. Tu sais, il y a beaucoup de débats à Montréal. Pourquoi la ville gère l'itinérance? C'est une compétence provinciale.
Donc, considérant à quel point il y a une pression présentement, en tout cas au Québec, sur le gouvernement provincial pour les services publics, si les villes doivent supporter ce niveau-là de services sociaux, je peux comprendre qu'ils sont en train de suffoquer, particulièrement parce que leur besoin ou leur capacité à se financer se fait par la taxe mobilière, qui n'était pas une taxe qui est progressive, c'est une taxe qui est quand même difficile à changer ou à venir chercher de nouveaux revenus. Donc, ça va être un défi qui est encore plus difficile là, dans le reste du Canada qu'au Québec, malgré que les villes au Québec ont beaucoup de difficultés. Hélène, de ton côté, qu'est-ce que ça t'a inspiré, ce sujet? Ben, c'est drôle parce que justement, je me pose la question de l'autonomie du municipal. Tu sais, est-ce que c'est viable au long terme que les villes elles soient seules à gérer ces dépenses-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de soutien de la part du provincial ou du fédéral? Fait que je me pose beaucoup de questions sur le long terme. Puis, si justement, là, je parle de top-bottom, mais ça pourrait être bottom vers le top. Est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités d'impliquer justement des citoyens, des tables de concertation? Tu sais, comment on fait pour gérer ces budgets-là de la manière la plus viable possible? C'est intéressant ce point-là. Moi, j'ai été témoin, c'est drôle parce qu'aujourd'hui même, dans le cadre de mon boulot, j'ai été exposé justement à un projet comme celui-là, un projet municipal où justement il y avait une partie du budget pour revigorer le bas d'une ville. LP, je pense que tu sais de quoi je parle comme projet, mais on la nommera pas. On a travaillé ensemble là-dessus. Mais il y a une partie du budget qui est soumise à une consultation citoyenne justement pour voter les priorités. Fait que c'est vraiment intéressant ce que tu amènes. Parce que c'est drôle, parce que ça résonne avec un truc que je voyais aujourd'hui. Donc, c'est déjà une solution qui semble implantée dans certains endroits. Hein? Je pense que je reviendrai là-dessus, pas sur le cas spécifique de la ville dont tu parles, là, mais je pense que Ah, donc, t'allais mais je pense que c'est là-dedans, oui. intéressant parce que on peut voir qu'il y a une foule de programmes qui existent là, pour que les gouvernements qui sont plus centralisés, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, pour qu'ils financent des projets qui sont en fait des projets qui sont portés par le municipal. Puis, je sais pas, moi, ça me. Tu sais, je suis comme un fan des décisions au plus bas niveau, puis des plus petites unités de pouvoir, puis tout ça. Puis, on dirait que ça alourdit un système si la ville pouvait déjà faire ce qu'elle veut avec l'argent pour répondre aux besoins de ses citoyens. La ville, c'est elle qui est la plus proche, ou la municipalité, c'est elle qui est la plus proche des citoyens, c'est elle qui connaît ses besoins immédiats le plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces programmes-là qui alourdissent tout ce gros programme-là, tous ces niveaux de gouvernement-là, pour finalement juste qu'un un gouvernement fédéral décide de quel projet municipal il va vouloir financer? LP, il est partisan de retirer les dédoublements dans les paliers. Jess, avant que tu y ailles, je redonnerai la parole à Jeffrey pour il enrichisse un peu son propre sujet. Puis, tu sais, moi, je me pose la question, justement, on voit qu'au fédéral, on voit que même au point de vue, ben là, pour ce qui est du Québec, au point de vue national, il y a il y a des dépassements, pas des dépassements, il y a des profits, en fait. Les gouvernements font des profits. Je voyais tantôt la population du Québec est à 9 millions pour la première fois. Donc, on génère des revenus en taxes, en impôts. Est-ce que le fardeau ne devrait pas être retravaillé, Jeffrey? Puis, est-ce que c'est dans la structure actuelle, selon toi, c'est juste la façon dont justement les dépenses ou le fardeau est distribué? Je te dirais non, en fait, parce que la première chose qu'on doit regarder, c'est que la majorité des problèmes, en fait, ou des enjeux qui vont venir dans les années prochaines, ça touche beaucoup le municipal. Tu sais, on parle de la Ouais. crise du logement, on parle également de l'itinérance, on parle des transports en commun. Même au niveau des transports en commun, et là, oui, je fais de l'autopromotion, mais on avait fait un épisode sur Ouais, la vas-y. question du transport en commun. Et le pacte non, au début, en fait, c'était un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que les consommateurs finaux payaient un tiers, la ville payait un tiers au niveau du transport en commun et le provincial payait un tiers. Et on s'est rendu compte au niveau des dernières années que, en fait, le provincial payait plus sur les 20-25 de la facture au niveau du transport en commun. Donc, déjà, on voit, en fait, les villes qui se retrouvent de plus en plus avec un fardeau financier. Et on parle aussi, je parle en termes
moi, je suis dans le domaine commercial, là, mais dans le domaine commercial, on parle beaucoup de diversification des risques. Je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que le fait qu'on ait une seule manière d'aller générer du revenu, ça met énormément de pression sur certains paramètres. Et je pense que c'est là où les villes, en ce moment, sont un petit peu, je dirais, bloquées parce que, justement, la seule manière qu'on a de générer des revenus, c'est l'impôt foncier. Et ce faisant, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé, en fait, d'accepter peut-être des projets immobiliers ou de pousser dans une direction alors qu'on ne fait peut-être pas le choix qui est peut-être le plus optimal pour les citoyens. On le fait parce qu'on n'a pas le choix de le faire, sinon on n'arrivera pas à la fin du mois. Donc, je pense que définitivement, une question à se poser sur est-ce qu'on devrait redéfinir peut-être justement est-ce que la taxe provinciale, par exemple, les impôts de la province devraient être redistribués aux villes? Est-ce qu'on devrait, par exemple, il y avait certains qui parlaient de la taxe, en fait, sur la consommation, donc en fait, la TVQ devrait être redistribuée en partie aux villes. Donc, je pense qu'il faut revoir l'assiette fiscale des villes et le partage de compétences provinciales, municipales, parce qu'en ce moment, c'est clair qu'on se dirige un peu vers un mur. Là. JS. Mais tu sais, pour prendre la DQ, je me souviens plus, c'est pas consommateur-payeur, là, mais les sources de revenus du gouvernement provincial puis municipal sont un peu basées là-dessus. Donc, en fonction de tes revenus, techniquement, tu dépenses plus ou tu consommes plus de services provinciaux. Et au niveau municipal, en fonction de la grosseur de ton immeuble, la valeur de ton immeuble, tu dépenses plus, tu sais, parce que ça coûte plus cher en termes d'eau, en termes de poubelles, etc. Donc, si tu enlèves ça ou tu essaies de changer un peu ce mécanisme-là, c'est que tu as juste moins d'adéquation entre ce que tu fais ou ce que tu as comme propriété, puis les dépenses que le gouvernement doit faire pour chacun d'entre eux. Tu sais, on pourrait se dire, OK, ben, on enlève la taxe foncière, puis on enlève la taxe foncière, puis c'est juste sur le revenu, mettons, que ça se fait. Sauf que là, mais si tu as une grosse maison versus une petite maison, un condo, même si tu as des revenus égaux, ben, il y a pas au niveau municipal, il n'y a pas une dispersion là, égale des revenus. Là. Qui a envie d'ajouter un truc sur cet aspect-là? Il y a les inégalités croissantes. Hein? Il n'y a pas dans le cadre des différents paliers de gouvernement. Hélène, je te vois réagir. Voulais-tu ajouter un truc? Non, c'est ça. Encore une fois, j'en reviens au développement durable des villes. Tu sais, comment ça va se passer dans le temps? Est-ce que ces inégalités-là vont pas se creuser? C'est la question que je me pose. Je suis très à gauche. Ben, il y a une notion, je lisais, il y a un concept de privilège urbain aussi là-dedans qui est plutôt intéressant à savoir. Maintenant, ça aussi, ça amène le sujet à savoir, est-ce qu'après ça, si on donne plus d'argent dans un contexte urbain, ben, est-ce que ça vient déséquilibrer justement la façon dont le financement est distribué entre les villes? Peut-être que ça va nous amener vers un autre débat sur un partage entre les villes. Cela dit, c'est clair que, tu sais, un grand centre urbain a beaucoup plus. Puis de toute façon, il dépense puis il gère des éléments, même pour les localités autour. Hein. Donc, je pense que ce serait tout simplement justice qu'effectivement, il y ait une bonification une vue de la Je distribution recommande locale. de calculer ça en ponts par million, les Oui, revenus. c'est toujours gagnant, les ponts par million. Il y a 2 personnes de Québec en ce moment qui sont offusquées. Les ponts par million, c'est toujours gagnant. Puis quand tu regardes vite, ça a vraiment l'air crédible. Ça a vraiment l'air égal comme façon de calculer les choses. Ah, À mais Gaspé, on a un bon ratio, là, malgré que. pour une petite ville, vous n'êtes pas pire en pont, vous autres, hein? Ouais. Vous en avez quoi? Un? Non, on a genre 5. Ouais, c'est ça, hein, il y a plein de ponts. Mais c'est quoi la définition, en fait? Parce que là, pont par million, y a-t-il une longueur minimum de pont? Oh, ça, c'est intéressant. Ah, ça Un 2 pourrait par être le 4, ça kilomètre. OK. C'est ça. Si tu mets un 2 par 4, ça marche. Non, mais c'est vrai, c'est le nombre de kilomètres de pont par million qui devient encore plus intéressant dans ce contexte-là. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Ça vaut la peine de construire des grands ponts. OK. Ben écoute, on va y aller. S'il n'y a plus rien à ajouter là-dessus, je pense qu'on a fait le tour quand on est rendu à ce type de propos-là. On va y aller avec notre deuxième sujet. C'est notre top
corpo en médecine. Ça, c'est le sujet qui nous vient de JS. Puis je vais t'avouer, JS, que quand tu as amené ce sujet-là, parce qu'il faut que vous sachiez, chers auditeurs, qu'on a notre petit fichier partagé comme ça où on va aller écrire, on va documenter tous les sujets qu'on veut traiter au courant de la semaine. Puis là, quand j'ai demandé à tout le monde, bon, OK, allez mettre vos sujets, Jess, il m'est arrivé avec son sujet sur la médecine privée en République dominicaine. Puis là, j'étais comme, wow, OK, j'aime ça. J'aime ça niché, moi, j'aime ça pointu. Puis là, tu sais, là, je passais aux auditeurs, puis là, je passais au nombre de vues. Puis là, je disais, ça, on a-tu un sujet qui va, un meme? On a-tu trouvé le meme parfait? Tout le monde fait des recherches là-dessus. On attend au bout de nos chaises pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la santé au privé en République dominicaine. Puis surtout le fait que les Québécois sembleraient adorer ça. Tu as vu ça? Tu m'as envoyé un article du Journal de Montréal sur Essentiel, crédible, qui nous démontre que la santé privée en République dominicaine est un sujet d'actualité. Non, sans blague, JS, explique-nous ça. Ben écoute, ça a commencé par un long dossier du Journal de Montréal sur les Québécois qui sont en République dominicaine. La Floride commence à coûter trop cher, il y a un contexte de violence, il y a Trump. Puis là, il y a beaucoup de Québécois qui se déplacent en République dominicaine. Puis dans le cadre du dossier, les gens qui étaient là, ils trouvaient ça donc merveilleux en République dominicaine parce qu'ils pouvaient aller à l'hôpital, il n'y avait pas besoin d'attendre, les services étaient bons, les urgences, ça prenait 10 minutes, puis je voyais des gens, j'ai pas de liste d'attente. Donc, il y avait tout dans cet article-là, les gens se vantaient ou vantaient beaucoup le service hospitalier de la République dominicaine. Mais ça m'a allumé un petit peu, puis j'ai trouvé ça dommage parce qu'en contrepartie, dans l'article, on parlait presque pas, on parlait pas du reste de la population qui n'a pas accès à ces services-là. Donc, on est dans le service privé. Puis, ce que ça m'a fait remarquer, c'est que ces gens-là, puis tu sais, pour déménager en République dominicaine 6 mois par année, il faut que tu aies une certaine forme de revenu. Ils étaient dans une expérience très individuelle. Donc, il était comme, hey, pourquoi au Québec, c'est pas de même? La République dominicaine, c'est un pays du tiers-monde. Nous, au Québec, on devrait être capable. Mais il n'y avait pas dans cette notion-là, dans leur réflexion, toute la notion d'égalité, puis de justice, puis du fait que quand on va à l'hôpital, puis on attend, ben, c'est parce que tout le monde, techniquement, attend le même temps, puis tout le monde est sur le même pied d'égalité. Puis, tu sais, on parle souvent, là, bon, tu sais, c'est un peu philosophique, là, mais le contrat social, puis tu sais, pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Mais on paye des impôts, puis on reçoit des services en échange de manière égale pour tout le monde. Puis là, ces gens-là sont dans la République dominicaine par leurs assurances privées qu'ils prennent pour leur voyage ou tout simplement en payant. Ils ont un service premium en République dominicaine, puis ils ne comprennent pas pourquoi au Québec, c'est pas comme ça. Mais c'est des notions puis des valeurs de société qu'on a, puis qui, jusqu'à maintenant, on a décidé de garder. Puis, ben, c'est un peu ça qui me choquait dans cette histoire-là, c'est le fait que ces gens-là ne prenaient pas conscience du fait que le système n'était pas égalitaire. Puis, c'est un des avantages de vivre au Québec, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, si tu une bad luck, ben, tu vas quand même te faire soigner. C'est un choix, hein? C'est un choix de société. Puis effectivement, j'espère qu'on en tient compte quand on considère ce genre de solution-là. Tiens, je vais aller vers Jeffrey. Ça t'a inspiré quoi comme réflexion? Je vais t'avouer que j'étais un peu mitigé sur cette question-là parce que je suis un peu mitigé sur la question de la santé au Québec en général. Ça fait des années que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas au Québec au niveau de la santé. Puis, j'ai toujours pas la réponse, honnêtement. Euh, je trouve ça effectivement difficile. Je ne connais pas non plus les ratios, en fait, de dépenses par rapport aux services parce que, par exemple, je connais bien le système de santé en Europe, il fonctionne super bien. On parle effectivement de la République dominicaine, on peut parler de Cuba aussi. Donc, il y a des pays où ça fonctionne super bien, puis le pourquoi ça fonctionne là-bas, puis pourquoi pas ici, je n'ai jamais réussi à y répondre. Mais est-ce vraiment le cas? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu difficile partout, les systèmes de santé, non? Ben, je ne sais pas si c'est difficile partout, mais c'est particulièrement difficile ici. Mais il y a une chose, par contre, sur le cas de la République dominicaine, c'est que c'est clairement un cas assez probant de globalisation parce que, ou en fait mondialisation en français, parce que clairement, avant, tu n'avais pas le choix de le faire. Maintenant, là, il y a des gens qui s'en vont là-bas, qui peuvent, en fait, grâce au fait que les communications et les transports sont nettement plus rapides, peuvent en fait choisir pratiquement dans le monde le système
Donc, ils pourraient aller à Cuba, mais il y a des gens qui vont se faire des greffes de cheveux en Turquie. Ben, Il y c'est a ça des que gens j'allais qui dire. vont Il y a le au Brésil. phénomène de la Turquie qui est très, très, très populaire sur TikTok. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, là, mais moi, je suis vraiment visé par l'algorithme. Là, on cherche à m'envoyer me faire refaire les dents puis les cheveux en Turquie constamment. Mais poursuis, Jeffrey, excuse. C'est clairement une coïncidence, Denis, que je pense pas ça. Mais je vois un exemple de mondialisation, puis un exemple aussi des inégalités où, encore une fois, comme tu dis, il y a des gens qui peuvent se permettre de dire, ben regarde, moi, je veux sortir du système, ben je paye 3 000 4 000 puis je vais me le faire faire. Donc, je suis un peu perplexe, en fait. Au départ, je ne le prenais pas au sérieux, puis finalement, je dois avouer, Jess, que bravo, tu m'as shaké. Ce qui nous amène, je pense, naturellement, puis excuse-moi, LP, je vais passer directement à Hélène parce que c'est de ça qu'elle nous parle, Hélène, dans ses notes. Hélène, toi, ce que tu dénonces, c'est un système de privilèges, finalement. Oui, ben, ça rejoint un peu. Moi, j'avais la même réflexion que JS sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Déjà, il y a le rapport à la République dominicaine, puis je pense que c'est un exemple parmi plein d'autres. Tu sais, on a nommé Cuba, puis on a nommé la Turquie, mais c'est aussi vrai pour les soins dentaires en Hongrie, par exemple. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des personnes privilégiées, parce que c'est un privilège de partir en République dominicaine. Tu sais, le tourisme médical, c'est quand même quelque chose de très particulier qui ne s'applique pas du tout à l'ensemble de la population. Puis on exploite un savoir-faire et un système qui fonctionne pour nous, personnes privilégiées. Fait que ça, je trouve que c'est problématique. Puis ça crée un rapport de force avec la République dominicaine ben, où ça va bien, en tout cas en surface, parce qu'il y a de l'argent qui arrive de par les touristes, tu sais. Mais je trouve que ça met aussi en lumière ce qui se passe ici au Québec, ce qui est la destruction d'un filet social. C'est ça, c'est que des impôts, ça sert à financer des services sociaux qui devraient être accessibles universellement à tout le monde, c'est-à-dire un système de santé qui fonctionne pour l'ensemble des Québécois et des personnes qui résident au Québec aussi. Fait que c'est ça, il y a plein d'anomalies dans cette histoire. Puis ce qui est drôle, c'est que le journal de Montréal euh, nous fait la promotion en fait de quelque chose qui Mais fonctionne. moi, ça m'a donné l'effet d'un public reportage pour vrai, là. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est comme, OK, mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi il y a des gens qui arrivent à dire que c'est correct, allons nous faire soigner en République dominicaine? Pourquoi il faut faire 4 000 kilomètres pour faire une opération qui devrait être accessible ici au Québec? Voilà, c'est ça. C'est mes questionnements. LP, de ton côté, est-ce que on assiste à travers tous ces éléments-là, ne serait-ce même que le choix éditorial, qui est jamais innocent, à un effritement de notre filet social, du principe de santé universelle? Je pense qu'on a parlé de vraiment bons exemples. Puis je pense qu'on peut aussi parler juste de l'exemple des soins dentaires au Canada ou au Québec. Mhm. En ce moment, il y a une grosse discussion autour du fait que ben, peut-être qu'on devrait s'arranger pour que ce soit un service public ou que ce soit plus accessible, etc. Puis on vante un système qui est relativement semblable, qui serait appliqué en santé au lieu de juste les soins dentaires. Euh, Tu sais, je trouve qu'on a déjà un système à multiples modes, puis avec la création de l'agence Santé Québec, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on s'en va encore plus dans une place où est-ce qu'on a un terrain prêt pour rapporter de plus en plus de privés, puis changer le mode. Puis, je sais pas, j'ai un exemple là, vraiment niaiseux en tête, là. Puis je me souviens plus c'est dans quel hôpital, là, mais il y a des services de nettoyage pour les draps, puis ces affaires-là, Ouais, comme qui ont été Partagec. transférés à des compagnies privées. Puis, dans cet hôpital-là, initialement, quand ça se faisait en bas dans le sous-sol. Il lavait le linge, il mettait ça dans la machine elle pliait le linge tout seul, puis ça remontait en haut, puis c'était prêt à donner. Maintenant que c'est fait par une compagnie privée, ben, le stock arrive pêle-mêle dans des sacs en plastique. Fait que le personnel de soutien de l'hôpital ou les préposés, ben, ils ouvrent les sacs puis ils plient ça à la main pour Ben non. ranger ça un par un. Fait que, tu sais, on a apporté du privé pour sauver à quelque part, mais là, on prend du La monde charge de supposé travail est faire un restée. travail comme productif sur le terrain, puis ils finissent par faire une job qui était faite avant, mais que depuis que le privé le fait, ça se fait plus. Fait que, tu sais, comme on a beau vouloir essayer de rentrer, tu sais, on est un peu à la merci de
qu'est-ce que le privé a envie de faire, a envie de nous charger. Puis quand on est rendu à se demander quel genre de contrat qu'on donne à un privé, ben, on veut toujours payer le moins cher. Fait qu'on va dire, ben, plie-le pas parce que ça va me coûter tant de plus. Je me suis demandé, moi, en voyant le truc, puis je trouve ça intéressant, ça se là parce que souvent, tout est une question de gestion du changement. Hein. On a des bonnes idées, mais parce la gestion du changement est mal exécutée, ben, au final, on arrive finalement à des éléments qui n'amènent pas de gain. Si c'est pas que ça coûte plus cher finalement. L'autre chose, c'est ce que tu disais, c'est les taux. Tu dis, on est à la merci des taux. Puis là, vous allez me trouver drôle ce soir. Je sais pas, je tripe TikTok, ça doit, là. Je voyais sur TikTok, l'autre fois, il y avait du personnel de la santé dans un hôpital québécois. Je sais pas où, je n'ai pas checké c'était où, mais c'était clairement au Québec. Puis il s'amusait à faire Hey, ça, Martine. Genre, Martine était infirmière, je sais pas trop. Martine, c'est combien ça? Puis là, genre, elle sort une patente dans un plastique, là, tu sais, je sais pas, un masque jetable, tout ça. Elle dit, ça, c'est 526$. Puis tu sais, il s'amusait à donner les prix de ce que les centres hospitaliers payent pour du matériel médical. Puis c'était excessivement cher. J'étais comme, puis là, je me disais, puis je pensais à ton sujet, LP, puis je me disais, Jess, puis je me disais, Christy, ça pourrait-tu être une des raisons, tu disais tantôt, où on disait, comme c'est Jeffrey, tantôt, tu disais, ça va mal ici, ça pourrait peut-être être une des raisons qui fait que c'est si compliqué. Ça se peut-tu qu'on soit un petit peu aussi comme pays plus riche ou je sais pas quoi, à la merci des prix du secteur privé qui fournit le matériel? Jess, je te vois réagir. Ben oui, parce que la démonstration de ça, c'est qu'aux États-Unis, même si le privé est supposé être plus efficace, c'est l'endroit dans le monde où ça coûte plus cher par patient, par traitement. C'est ça. Puis c'est pas juste une question de rémunération des médecins, parce que oui, les médecins se sont rémunérés peut-être le double, ou en tout cas pas loin du double de ce qu'ils font ici, et plus encore, là, dépendant des marchés. Mais il y a des coûts faramineux, tu sais, que ce soit en médication, de l'insuline qui coûte 7$ à produire, qui est vendue 700$. Ouais. Donc, plus qu'on ouvre la marge à une certaine profitabilité, une certaine privatisation des services cœur du système hospitalier, plus qu'on ouvre la porte à des gens qui vont essayer d'abuser de ça. Là. Peut-être qu'on va laisser des entreprises en santé privées le soin de vendre des services de santé au système de santé. J'essaie de faire un lien avec Hydro-Québec, mais mon lien était plutôt douteux. Mais le privé est en train d'arriver un petit peu partout. Hein? On voit les brèches. Hélène, voulais-tu rajouter un élément, un truc? Écoute, je pense qu'on a fait le tour, mais oui, effectivement, la privatisation, je pense que ça va être un des grands enjeux, qui rejoint aussi les inégalités sociales dont on parlait tantôt au niveau des villes, en fait. Donc, j'ai l'impression, Geoffrey, que vous êtes un peu... vous êtes des social-démocrates, finalement. Attends, là, tu me mets dans le même bain qu'Hélène. Ouais, donc, vas-y, je serais curieux de t'entendre. Vous vous situez où, vous autres, les apéros cigares, sur l'échelle politique? OK, on va se faire un quadrillé, OK, les gars, vous allez trouver ça drôle. Je dis les gars parce que je parle à ma gang qui me connaît. On va se faire un quadrillé, OK, gauche-droite, indépendance, fédéralisme. On veut entendre les gens d'apéros cigares sur se positionner sur ce graphique-là. Tu sais, le graphique qu'on a quand on fait la boussole électorale. On commence avec toi, Jeffrey. Je te mets le spot. Puis ça, c'est drôle, chers auditeurs, parce qu'on n'avait pas prévu ça du tout. Fait que, vas-y, Jeffrey. Ouais. Positionne-nous. On va faire augmenter nos codes d'écoute ou les faire diminuer. Là, on va voir ce que ça fait. On va avoir des insultes. Non, mais moi et Hélène, on s'agace beaucoup à l'émission parce que clairement, Hélène est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'État-providence, on pourrait dire. Là. Vas-y avec toi, on va parler à Hélène après. Moi, je suis plus centriste. Je dirais que je suis assez socialement plus à gauche, mais au niveau économique, je suis un peu plus au centre. Ah, ça, là, je l'aime, celle-là. Continue. Mais j'ai un background de commerce aussi, fait que je pense que ça a un impact. Hélène, de ton côté, tu te situes où sur mon bord? Ah, attends, tu t'as comme évacué le volet fédéral indépendance, Jeffrey. Tu vas-tu perdre ta job si je te fais dire ça? Je suis un avocat, donc de prononcer. J'attends le référendum pour me prononcer. OK, c'est bon. T'as le droit de On a fait le ménage du site. On a tout enlevé les références indépendantistes des engagés publics. Là, donc, tu peux te commettre, là, on arrête tout. Ça, ce que tu dis là, JS, ça va nous valoir des insultes. Hein? Moi, je gère les commentaires YouTube. Là, puis, c'est aussitôt qu'on a... Tu sais, la réalité...
chers animateurs de Apéro Cigare, c'est que les engagés publics, on est pas mal tous des indépendantistes. Puis là, ben, on nous a connus comme ça. Fait que là, quand JS dit une affaire de même, là, on s'expose. Là, on risque de recevoir des insultes. Mais là, je comprends, puis tu sais, on fait ça, c'est du passe-temps, on s'amuse. C'était pas pour te faire perdre ton boulot, Jeffrey, ou te mettre dans l'eau chaude. On va aller voir Hélène maintenant. Hélène, de ton côté, là, on a cru comprendre que tu étais un peu plus à gauche au point de vue, comme j'aime beaucoup la formule « je suis socialement à gauche ». Ça c'est... Attends, je m'excuse de juste revenir sur cet aspect parce que je l'entends souvent, c'est une belle façon de botter en touche. Finalement, Jeffrey est à droite, là, mais ça paraît toujours bien de dire, ça paraît toujours bien de dire « je suis socialement à gauche et économiquement à droite ». C'est comme J'ai si dit c'était... économiquement au centre, attention. Ah, t'as dit économiquement au centre, désolé, OK. Oui. OK. Mais si t'es plus à droite que la gauche, t'es donc à droite. Oui, quand même. Attention, OK, on m'a peinturé dans le coin tout de suite comme ça, là. Hélène, c'est des appuis, là. Vas-y, Hélène, on t'écoute maintenant. Écoute, moi, je suis très à gauche sur tout ce qui... Très tout- bon, voilà. J'aime beaucoup le mot « on sait qu'il ne faut pas dire en Amérique du Nord Ah oui, carrément. ». Ben, j'aime beaucoup l'idée, mais je sais qu'en pratique, c'est plus compliqué. Puis je le sais, là, on le sait tous, on l'a vu, l'histoire nous l'a prouvé. Aussi, la question... Attends, excuse-moi. Hélène est théoriquement communiste, mais pratiquement gauchiste. C'est ça. Aux États-Unis, elle sera en prison, là. Attends. Elle est suspecte. Elle est Elle est suspecte. déjà à Guantanamo. Continue, Hélène. Pour ce qui est de la question de l'indépendance et du fédéralisme, c'est une question que je me pose régulièrement parce qu'en fait, je ne sais pas. Moi, je suis une immigrante ici, fait que je suis très spectatrice de ce débat-là qui n'existe pas, en France, en fait. Mais le jour où vous faites un référendum et ça passe, et je vais regarder ça avec du popcorn, là, ça va être magnifique. Ceci étant dit, tu sais, j'ai fait mes démarches d'immigration, puis il y a quand même un petit truc dans mon cœur que je préférerais avoir un passeport québécois que canadien. Oh! Ah, là, tu me fais plaisir. Hein, JS, c'est de la musique à tes oreilles. Là, on va aller, j'arrête pas je peux passer LP en dernier, il faut aller vers LP. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste, je pense que c'est simplement justice de se prêter au jeu nous-mêmes, OK? Parce que juste pour renseigner au moins nos amis et les auditeurs d'Apéro Cigar qui nous écoutent actuellement, toi, LP, là, on va être là, tu sais, il y a un tic-tac-toe au centre, là, ça va être pas mal, je pense qu'on risque de se ressembler beaucoup, mais LP, peut-être pas, non, LP, il est bizarre, c'est un anarchiste. Ouais, LP, s'il dit la vérité, il va perdre sa job pour de vrai. Ça, c'est chiant! Peut-être que je peux dire que je suis d'extrême gauche et d'extrême droite. Oh, là, on va faire un montage avec ça. Les nationalistes socialistes, dans le fond. Ben, c'est ça. As-tu la face d'Hélène? Ah ben, LP, vas-y, rétablis les faits, là, t'es en train de faire peur à tout le monde. Ben, je pense que c'est toi qui as dit que j'étais anarchiste? Oui. Ben, ça se peut que ça soit un petit peu plus proche de la réalité, tu sais, avoir une idée. T'es plus proche d'Hélène à ce moment-là. Tu sais, l'individu dans sa communauté ou avec les gens avec qui il a envie de collaborer, ben, c'est comme ça que les décisions devraient se prendre le plus possible. Puis après ça, si on veut se mettre en groupe avec d'autres gens pour former une genre de fédération, peut-être pas la fédération canadienne, mais une autre genre de fédération, ben on peut travailler en équipe pour un plus grand projet. Je pensais que LP allait dire, puis là, après ça, si on veut se mettre en groupe avec du monde pour foutre la merde, ben là, ça... ça serait ton genre comme anarchiste. JS, pas très anarchiste, je pense. Non, moi, je suis quand même assez haut dans l'échelle indépendantiste. À gauche sur les valeurs sociales, à gauche sur les valeurs, tu sais, comme là, ça va sonner très français, là, mais liberté, égalité, fraternité. Mais c'est quand même des valeurs qui me guident beaucoup, là, donc ça me donne un peu ma place sur l'échiquier. Puis juste revenir, Hélène, j'ai hâte que les gens qui arrivent ici et qui deviennent citoyens se fassent une idée, puis sur l'axe indépendantiste, décident que c'est un combat ou qu'ils rejettent ou qu'ils acceptent, mais qu'ils le fassent le leur parce que c'est une question qui n'est pas encore réglée. Ben, Hélène, t'es interpellée. Voulais-tu réagir là-dessus? En fait, c'est intéressant comme sujet. Comme quand tu es arrivé, ça t'a été présenté de quelle façon? Parce que veux pas, tu as été accueilli peut-être à Toronto directement en anglais. Non, moi, toute mon expérience a été au Québec.
Puis je suis arrivée avec beaucoup d'ignorance, en fait, sur déjà comment fonctionne un État fédéral, parce que, ben, en bonne française, je suis très républicaine, fait qu'il y avait tout un écosystème politique à découvrir. J'ai vécu seulement au Québec. J'ai eu la chance de faire du tourisme dans les maritimes, puis en Ontario, fait que ça m'a donné une autre vision aussi de ce qu'était le Canada. Euh, mais tu sais, des fois, je me pose la question, genre, à quoi bon être indépendant? Tu sais, on est dans un monde qui est mondialisé, on est interdépendant. Nous, en Europe, moi, je fais vraiment partie de la génération Union européenne où j'ai grandi sans frontières, avec une monnaie commune. Fait que je me dis, mais pourquoi ils veulent casser tout ça alors que ça existe déjà? Puis c'était le projet du Canada dès le début. Et en même temps, ce que je vois, c'est que le Québec, il y a un amour de sa propre culture qui est beau et qui mérite d'exister indépendamment du Canada. Fait que c'est ça, je me considère encore spectatrice de tout ça. Euh, mais merci, JS, pour cette perche lancée. Je pense que ce sera un sujet à part entière d'une émission, tellement Ouais, pourquoi pas? c'est intéressant. Oui. C'est fou parce que là, on avait des amis, ça allait super bien. Tu avais comme 4 personnes à gauche avec toi. Puis là, tu as dit que tu n'étais pas indépendantiste. Hélène, Écoute, l'avenir nous le dira, hein, mais vive le Québec libre, peu importe, là, avec ou sans Canada. De Gaulle. Vive le Québec libre. Ouais, Hélène la gaulliste, hein? Ben oui, c'est bien connu. Hey, j'avais du fun à déjà vous à vous baver un peu avec votre positionnement politique. Ben moi, je suis un peu dans le même cadran dans le même quadrant que JS. Non, moi, je suis pas tant. Disons que ça me dérangerait pas non plus. Mais non, mais pour vrai, la réalité, c'est que je me retrouve effectivement beaucoup plus très indépendantiste. Peut-être un petit peu plus à gauche que le centre. C'est à peu près là que que je me retrouve. Par contre, tu sais, quand tu dis, tu parles de la culture québécoise qui mérite d'exister, c'est qu'il y a ce principe-là, moi, pour moi, qui est important ici, qui n'est pas toujours compris, parce que méconnu par les nouveaux arrivants, c'est qu'il y a cette réalité-là, il y a la réalité francophone dans un océan anglophone qui fait qu'il y a peut-être des choses que malgré un mouvement mondial qu'on n'aura probablement pas le choix de faire pour pouvoir assurer la survie de cette culture-là. Puis, assurer la survie d'une culture minoritaire, c'est tout à fait dans l'esprit d'un mouvement global qui, justement, valorise les minorités. Là. Fait que moi, c'est plus ça. Sauf pour les francophones au Québec, pour une raison obscure. Pourquoi ça serait Tous les combats de minoritaires fonctionnent, sont valides, sauf nous. Le Jess laisse parler ses frustrations, mais il y a raison. C'est pourquoi ça serait différent pour nous. Défendre le français, c'est défendre la diversité. On l'entend souvent, celle-là, mais j'y crois fermement à cet aspect-là. Fait que voilà, écoute, on peut comme pas faire. Dans les écoles du Québec où là, il ne faut pas porter de signes religieux. Ah, mais là, on parle d'autre chose. On parle pas d'identité si on parle de religion. Moi, je crois pas à l'identité religieuse, mais là, je pense que c'est au-delà d'une croyance. Là. Je pense pas que la religion fasse partie de l'identité. Hey, là, on s'organise pour encore Oui, c'est ça. recevoir des insultes. On s'organise pour avoir des insultes encore. Mais je suis pas pire athée à côté dans la botte. Là, fait que... Hey, y a-t-il d'autres mondes qui voulaient continuer sur un sujet qui va finir par faire qu'on va être fâché avec le reste de l'humanité, non? Ça vous va? Ah ben moi, je pense que je peux finir en disant qu'on a tous démontré qu'on était, comme moi, entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est difficile de ne pas se retrouver entre les deux. C'est beau, LP. C'est presque poétique. Oui, on est tous ensemble. C'est rassembleur. LP le poète. OK, prochain sujet, c'était quoi, non? C'est à toi, Jeffrey, de nous présenter le prochain sujet. D'introduire le prochain sujet de ta collègue. Oui, puis c'est un... Je savais tout de suite avoir un sujet que c'était Hélène qui l'avait choisi. On peut sortir Hélène du communisme, mais on ne sort pas le communisme d'Hélène. Non, mais blague à part. Puis pour faire une petite parenthèse, Hélène a fait des études aussi, là, une maîtrise, en fait, on pourrait dire en patrimoine, si je ne fais pas d'erreur. Et donc, là, Hélène te parlait du fait du cancer des églises, mais aussi, je te dirais, toute la question du patrimoine au Québec, parce que, puis je vais te laisser, en fait, faire toute la notion de l'article que tu as choisi, mais je pense qu'effectivement, les églises, en fait, font partie de façon en grande majorité du patrimoine bâti du Québec. Et je pense qu'on est effectivement dans
Pour être tournant à savoir, ben, on fait quoi avec ça? Parce que clairement, c'est un peu un éléphant dans la pièce. Mais effectivement, je pense que c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces églises-là, puis essayer de les réutiliser finalement. Non, Hélène? Est-ce que je me trompe? C'est de ça dont on va parler effectivement, puis il y a plein de choses à dire, dont notamment, d'y arriver, la réutilisation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour donner un petit état des lieux, j'ai quand même ramené mes chiffres et mes statistiques. Il y a 2751 églises au Québec. C'est énorme. Mmh. 600 frôlent la disparition, c'est-à-dire qu'il y en a 600 qui sont absolument plus exploitables, en tout cas dans leur état actuel. Ça correspond à 22% d'églises en passe de disparaître. Sur ces 2700, il y en a 28% qui sont en mutation, donc justement, on leur cherche des nouvelles vocations. On cherche à répondre à la question: «Qu'est-ce qu'on fait avec ces églises-là?» Hem, c'est drôle parce qu'on va faire plein de choses, en fait. Une église, c'est un lieu, assez formidable qui, historiquement, c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu qui est au cœur d'une communauté, puis qui a un rôle social dans sa communauté. Puis souvent, en fait, ce qu'elles redeviennent, bah, c'est exactement la même chose. Fait que ça va devenir des centres culturels, ça va devenir, des lieux multifonctionnels, donc des espaces comme des tiers-lieux, comme on dit, où il va pouvoir se passer, plein de choses par et pour les communautés. Et puis, il y a des églises qui restent actives malgré le déclin, indéniable du clergé, et elles restent actives grâce notamment aux communautés issues de la diversité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes immigrantes qui arrivent avec leurs traditions, avec leurs croyances, puis qui vont chercher un lieu pour pouvoir se rassembler parce que, encore une fois, une église, c'est un repère. Fait qu'on a quand même un bon nombre d'églises qui restent, en activité. Hem, Ce sujet-là, il m'est venu d'un espèce d'appel à l'aide, qui a été fait, à Montréal par rapport, justement au patrimoine religieux. Qu'est-ce qu'on fait de ces églises, sachant qu'il y a une crise du logement aussi qui touche tout le Québec? Est-ce que ce serait pas une piste de solution? Heu, mais pour ça, ça prend un leadership, ça prend de l'argent, ça prend des échanges entre des promoteurs privés, entre, les diocèses, entre les villes, puis avec le soutien du gouvernement du Québec. Fait que je lance le sujet sur la table. C'est quoi aujourd'hui le patrimoine religieux du Québec? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Excellent sujet. Écoute, veux-tu commencer, LP? Es-tu Avec capable plaisir. de répondre à cette question-là? On fait un stationnement pour mettre les chars l'hiver pour tu sais, les décapotables, ces affaires-là. Du moins, c'est la réponse qu'on a eue pour une église proche d'ici. Pour vrai? Mais À Gaspé, ça? pardon? À Gaspé? Ouais, ben si tu veux, ben pas à Gaspé, mais je pense à Saint-Maurice de l'Échouerie, ça a été ça pendant un moment. Mais fait que Denis, si tu veux aller porter ta décapotable à quelque part, on va t'accueillir. Mais je pense que ça démontre déjà que c'est un peu n'importe quoi. Il y a un besoin. Il y a quelqu'un qui a décidé, ah, ben, tu sais, il y a peut-être je sais pas trop, une occasion d'affaires, puis il s'est dit, ah, bon, on va faire ça. Mais est-ce que on peut faire ça de façon organisée? Peut-être un peu plus. Tu sais, je pense que si on repense à c'est quoi la fonction aussi des églises, c'est un endroit où on se réunit, c'est un endroit où, tu sais, c'est un endroit qui a une fonction sociale, puis c'est pas parce qu'on arrête de croire en Dieu qu'on n'a plus besoin de l'endroit ou de la fonction que cet endroit-là remplit. Puis, tu sais, ultimement, cet endroit-là, finissait par donner une foule de services à sa communauté. Puis la communauté s'est un peu, désagrégée parce que, est plus liée par la même question, par le même, l'Esprit Saint qui traverse tout le monde, les amène à l'Église. Mais maintenant, on n'a plus Ça, c'est ça pour intéressant. nous amener tous au même endroit. Mais avoir un endroit où on pourrait avoir cette espèce de relation avec notre communauté, Mhm. c'est peut-être quelque chose qu'on a besoin. Puis je pense que qu'est-ce qui est particulièrement intéressant des églises, c'est que c'est un endroit aussi
multifonctionnel, dans le sens de c'est pas juste une place où est-ce qu'on va écouter la messe, mais c'est aussi un endroit où on peut faire des événements communautaires, où les gens qui n'ont pas d'endroit pour aller dormir peuvent aller dormir, ou peut-être qu'il y a certains qui peuvent donner des soins, ou de tout type, que ce soit physique, psychologique, peu importe. Fait que tu sais, c'était des endroits qui étaient extrêmement riches en termes de fonctionnalité dans la société, qui soudainement disparaissent parce qu'on veut plus croire en Dieu, ce qui est tout à fait louable comme intention. Mais les fonctions que ça remplit, ça ne doit pas nécessairement toutes être des fonctions que le gouvernement va remplir du jour au lendemain. Puis peut-être que c'est quelque chose qu'il faut qu'en tant que communauté, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec notre Église. Écoute, moi, je trouve ça fascinant. Oui, j'ai vu du JS, mais je me permets de prendre la parole là-dessus parce que tu as amené un point que je trouve fascinant. Premièrement, il ne faut pas. Je pense qu'on ne peut pas non plus évacuer là, l'attachement émotionnel que les populations peuvent avoir envers ces lieux-là. Peu importe que ce soit relié à la religion ou pas. Puis ce que ça amène comme question, puis tu l'as super bien souligné, je trouve, c'est quoi l'élément c'est quoi le lien? C'est quoi le liant de notre collectivité maintenant, tu sais? Maintenant que la religion a été scrappée par les criminels en soutane, que justement on s'éloigne des croyances, il reste qu'effectivement, il y a des gens qui y croient encore, des gens qui arrivent des nouveaux arrivants qui veulent continuer à pratiquer. Mais au-delà de ça, ces endroits-là, puis moi, c'est ce que j'adorais. Quand je vois une église se transformer des promoteurs achètent ça puis qui font des condos, vraiment, ça me fait mal au cœur parce que justement, à cause de la valeur patrimoniale, entre autres, puis justement parce que ça peut être des lieux qui vont être remis à la collectivité pour justement qu'on puisse trouver notre liant et qu'on puisse poursuivre dans cette mission-là d'être un endroit où la collectivité se rassemble. Notre JS, client, Denis, c'est les décapotables maintenant. oui, c'est Voilà. ça. C'est notre point commun, c'est les décapotables. En fait, je voulais juste préciser que j'en avais deux, mais que là, il m'en reste seulement qu'une. C'est comment? Ah, bon, on va se dire, c'est pas des décapotables, c'est des décapotables, comment je peux dire, nichés. Ah ouais, On vas-y. ne pas en Ferrari décapotable. Moi, c'est ça que j'aime, c'est les Ferrari décapotables. Vas-y, on t'écoute, JS. Écoute, là, j'ai deux manières de compter ça, mais je pense que je vais compter ça pour te faire réagir, Denis, en disant que je pète la broue. Mais au party de clôture de C2, dans un boat, j'ai rencontré. Non, mais j'ai rencontré quelqu'un, puis j'ai pas réussi à retrouver cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui proposait de transformer les sous-sols d'église en centre de serveurs. Pour des serveurs informatiques. Puis, dans le fond, l'adéquation, c'était on a un endroit qui est frais, qui a beaucoup de place, qui souvent est connecté sur quand même d'électricité qui est intéressante parce que les églises ont quand même besoin des hauts besoins d'électricité. Puis, on pourrait chauffer les églises avec les centres de données, du moins dans la période hivernale, la période froide. Puis, avec ce loyer-là, maintenir cet endroit-là. Fait que je ne sais pas à quel point j'ai eu cette discussion-là. C'était super intéressant de parler du patrimoine et tout ça. Puis, j'ai jamais été capable de retrouver cette personne-là par la suite. Mais c'est une piste d'idée où est-ce qu'on pourrait utiliser ces centres-là pour créer de la donnée, malgré que l'électricité semble devenir aussi rare là, que de l'or. C'est pas grave. Rio Tinto va nous en vendre, on est correct. Mais écoute, quelle idée de ces deux, là? Quelle idée. Quelle idée de merde. Non, mais non, c'est une excellente idée. Si on était capable de trouver un modèle d'affaires à ces vieux bâtiments-là, mais en gardant en même temps leur mission, ça serait absolument merveilleux. Écoute, je l'ai pas pris personnel, malgré que je me suis permis de... Moi, tout ce qui vient de ces deux, je trouve tellement que c'est ballon, là, tu sais, c'est hallucinant. Man. Hey, Jeffrey, sur le sujet. Ouais, on parle de ces deux, là. Non. Si tu veux. Moi, non. C'est le fun parce que la morale de cette émission-là, c'est que tu sois de gauche ou de droite, tu es d'accord pour garder les églises. C'est probablement une morale qu'on n'aurait pas eue dans les années 60. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que... comment? J'ai dit, je trouve ça super intéressant comme remarque. Continue. Mais je suis d'accord avec vous autres. Je pense qu'effectivement, ces églises-là ont rempli très longtemps un rôle rassembleur et communautaire qu'on a perdu. Puis, je pense qu'il faut essayer de retrouver
un rôle à ces églises-là. Le point, effectivement, c'est toute la notion de la structure soit financière. Donc, en fait, c'est ça. Est-ce que c'est le privé qui va embarquer, il va dire, ben, je fais ce que je veux? Il y a certains exemples qui sont bons, par contre, à Montréal. Puis, je fais une parenthèse aussi, Montréal, il ne faut pas oublier que c'est la ville où, je crois que c'est soit 1000 clochers ou 100 clochers. Fait que ça fait non seulement partie du patrimoine bâti, mais ça fait partie de l'imaginaire aussi. Je pense que c'est important d'un point de vue à plusieurs niveaux, que ce soit même touristique, que ce soit même euh, identitaire, même de conserver finalement ces églises-là. Mais il y a plusieurs exemples qui sont intéressants. Par exemple, à Montréal, il y avait une église qui a été transformée, par exemple, en académie de cirque et qui offre des cours, par exemple, pour les citoyens, et tout, en fait, les jeunes du quartier. Donc, il y a des exemples Non, concrets, à Québec, effectivement. comme ça, dans Limoilou. Oui, effectivement, aussi à Québec. Donc, on voit des exemples d'églises qui ont été bien reconverties. Euh, Puis la personne de ces deux qui va s'acheter un condo, non, non, dans l'église, non, non, mais c'est pas vrai. Mais je suis d'accord avec vous autres. Je pense qu'il faut trouver une vocation à ces endroits-là. C'est juste quoi, puis effectivement, qui va payer pour ça, finalement. Allons-y. Hey, le temps file, puis je me suis permis d'intégrer un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour avec le positionnement sur l'échelle souverainiste gauche-droite. On va y aller avec le sujet de LP, si ça ne vous ennuie pas. Pour terminer, LP, ça a été évoqué à quelques reprises là, dans le cadre de la... Parce qu'il y a il y a comme un fil conducteur, finalement, hein, même si tout le monde est arrivé avec son sujet. Tu le faisais remarquer, en plus, Jeffrey. Il y a un fil conducteur, en fait, la place de la privatisation de nos différentes. De nos trésors publics est peut-être plus importante qu'on aurait pu l'imaginer, parce que sans se consulter, on arrive pas mal tout avec ce type de sujet-là. Toi, LP, tu voulais nous parler d'Hydro-Québec. Oui, absolument. Je pense qu'on a en fait des discussions sur plusieurs angles en ce moment à propos d'Hydro-Québec. On parle de privatisation de production d'électricité. Ici, on dit, ah ben, est-ce qu'on devrait laisser les entreprises produire leur propre électricité autant qu'ils en veulent? Qu'est-ce qu'ils font avec cette électricité-là? S'ils en ont trop, est-ce qu'ils exportent? Est-ce qu'ils vendent? Je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de la production électrique au Québec. Puis je pense que, tu sais, il y a des années, en tout cas, on a créé Hydro-Québec, puis ça a été un mouvement qui était très émancipateur pour le Québec, qui nous a permis de s'organiser, puis de créer quelque chose de gros, puis de desservir tout le monde également à travers le Québec. Je pense qu'Hydro-Québec, ça a été très émancipateur pour les régions, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est rendu la mission d'Hydro-Québec? Est-ce que c'est encore la même mission que ça avait initialement ou est-ce que c'est rendu une simple opération comptable de fournir de l'électricité, charger, faire un peu d'exportation, puis faire cette gestion-là de l'énergie? Ou est-ce qu'on a un projet de société qu'on veut encore porter avec cette idée de avoir une égalité à travers tout notre territoire pour euh, que toutes les régions soient capables de s'émanciper autant que la métropole. Puis, en même temps, en arrière-fond, on a des conversations autour de simplement privatisation d'Hydro-Québec. Puis, en même temps, on parle de Hydro-Québec comme étant, en fait, qu'au Québec, on a besoin de plus d'électricité si on veut atteindre nos besoins futurs. Fait que si, tu sais, on dit que d'ici 2050, là, avec l'électrification des transports, le virage carboneutre, ben, on va avoir besoin de jusqu'à 50% plus Il y a d'électricité. déjà 9 millions. Ça compte pas l'augmentation en efficacité énergétique, là. Fait que c'est 50%, puis en plus, il faut qu'on fasse mieux. Fait qu'il va falloir faire des choix sur nos méthodes de production, sur quel territoire on veut aller conquérir Harnacher. pour aller peut-être Quelle rivière aller on veut harnacher? ouais, quelle rivière on veut harnacher si on choisit cette méthode de production-là. Puis encore, je pense que dernièrement, là, il y avait aussi le débat de la question de la centrale à Churchill Falls. On a une très vieille entente avec Terre-Neuve et Labrador pour acheter l'électricité de cette centrale-là, que oui, on a aidé à construire, là, puis Hydro-Québec est partiellement propriétaire
Faudrait qu'on fasse un épisode sur le Labrador un jour, là. Question de foutre la Oui, marde c'est ça. bien comme il faut. On Continue. dirait que ça nous remet encore plus d'en face que le Labrador, c'est pas nous autres. Jamais. Tu sais, il y a encore cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? Fait que c'est un peu le sujet que je voulais apporter. Puis toujours en gardant en trame de fond, c'est quoi notre objectif avec Hydro-Québec? Où est-ce qu'on veut qu'Hydro-Québec s'en aille en tant que projet? C'est juste une entreprise qui fait de l'argent? C'est-tu belle ou c'est quelque chose de plus grand? Donc, est-ce que ce projet de société-là est encore en marche, Jeffrey? Je parle d'Hydro-Québec. Moi, je pense que, déjà, on voit, c'est certain, avec le gouvernement actuel au niveau provincial, une tendance vers la privatisation ou en fait, une tendance vers le fait que selon potentiellement la vision, le privé serait plus efficace ou optimiserait davantage là, des ressources d'un point de vue économique. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais je suis quand même d'accord avec LP là-dessus, c'est-à-dire que euh, Hydro-Québec a permis, oui, de donner des dividendes au gouvernement depuis plusieurs années et nous permettre effectivement une émancipation, de sentir en fait maître chez nous, finalement, ce qui était le slogan là, de M. Bourassa. Mais, Oui. non, attends un peu. C'était Jean Lesage. Non, Jean Lesage. Lesage. Jean Lesage, effectivement. Je suis reculé trop Passé. peu, en fait. Pas assez loin, c'est ça. Oui, c'est ça. Continue. Mais c'est ça, je pense qu'effectivement, Hydro-Québec a apporté beaucoup de choses, puis ça est devenu un symbole. Puis je pense qu'il faut se questionner sur le long terme, en tant que société, qu'est-ce qu'on. Puis ça a tous des effets, en fait, c'est tout relié parce que, oui, l'électricité, c'est une chose, c'est de dire on veut produire plus d'électricité, mais c'est de dire est-ce qu'on veut aussi consommer moins? Est-ce qu'on veut. Quel type d'industrie on veut attirer ici? Est-ce qu'on veut justement attirer des industries? On le voit avec, par exemple, Northvolt au niveau des batteries. Là, on veut s'inscrire dans un mouvement mondial d'avoir de l'argent demain au niveau des voitures électriques, on veut s'inscrire là-dedans, mais est-ce que c'est la question? C'est là où on devrait aller. Donc, je pense que Hydro-Québec, c'est un pion dans toute la question de qu'est-ce qu'on veut que le Québec, à quoi on veut que le Québec ressemble en 2050. Puis, je finis là-dessus, puis il y a deux niveaux aussi. Il y a la production d'électricité, puis il y a la distribution et le transport d'électricité. Je pense que c'est là où on comprend peut-être mal les intentions, puis je ne veux pas défendre ou promouvoir aucun gouvernement, mais je pense que c'est là où, par exemple, en ce moment, il y a des compagnies privées qui ont accès dans Rio Tinto, par exemple, à produire leur propre électricité. Si, par exemple, il y a quelqu'un à côté de chez Rio Tinto qui a besoin d'électricité, pourquoi faire de l'électricité, par exemple, du Grand Nord, ou si ils peuvent juste en passer un envers l'autre? Fait que je pense qu'il y a une certaine souplesse au niveau économique, c'est bien. Cependant, je pense qu'il faut encore effectivement que Hydro-Québec soit le symbole et ait un peu une certaine forme de monopole au niveau de l'électricité, puis qu'on se pose la question, oui, l'électricité, mais qu'est-ce qu'on veut faire de ce fleuron-là aussi? Là? JS, est-ce que tu as une réponse à ça? Mais tu sais, quand je réécoutais, je ne sais plus si c'était dans sa biographie, mais Jacques Parizeau, quand il était pitché l'idée d'Hydro-Québec à New York, les risques étaient immenses. Puis, on parle souvent de la socialisation des risques puis la privatisation des profits. Puis, je trouve qu'on a socialisé des risques avec Hydro-Québec. On a présentement un actif qui est incroyable, qui nous permet de supporter une dette qui est quand même plus grande que d'autres provinces peuvent le faire. Mais c'est parce qu'on a pris un risque immense. Donc, je trouve ça difficile de commencer à ouvrir les vannes puis de donner, dans le fond, des futurs profits à des organisations privées, tandis qu'ils n'ont pas pris ces risques-là. Puis, ils ont une infrastructure qui fait que s'ils se plantent dans leur processus de création d'électricité, ben, ils ne vont pas se retourner et quand même se faire approvisionner par Hydro-Québec. Donc, je suis un petit peu frileux par rapport à cette idée-là d'avoir cette ouverture-là là, chez Hydro. Hélène, qu'est-ce que ça dit? Puis, tu sais, je profite de ton point de vue extérieur, tu sais, puis tantôt, ça a été ça. Tu nous as amené cette notion-là, cet angle de vue-là à quelques reprises au courant de la soirée. As-tu compris, quand tu es arrivé au Québec, et même aujourd'hui, est-ce que tu comprends bien l'ampleur, ce que ça représente Hydro-Québec, justement, on parlait tantôt de maître chez nous, c'est un élément fondateur. Est-ce que tu es imprégné de toute la mesure de ce que ça représente? Puis c'est quoi ta vision aussi pour de voir que cet élément-là pourrait être un peu fragmenté puis privatisé?
Définitivement, ouais. Je pense que c'est une des choses dont j'ai pris conscience assez tôt. Je sais que Hydro-Québec, c'est un symbole immense euh, justement du nationalisme québécois, de l'histoire du Québec aussi. Tu sais, c'est arrivé à un moment ultra charnière Tout à fait. de notre histoire. Mhm. Fait que oui, il y a quelque chose d'un peu inquiétant de voir que ce symbole-là, il survivra peut-être pas aux choix qui sont en train d'être faits. Puis je trouve que le sujet est assez fascinant, mais très complexe parce qu'il nous emmène sur plein de chemins très différents. Déjà, je me questionne sur le rôle du ministre qui est responsable de ce dossier-là. Je trouve que Pierre Fitzgibbon est très spectateur de la situation plutôt que modérateur. Tu sais, on voit qu'on est en train de se faire envahir par des intérêts ultra-libéraux plutôt que de calmer le jeu. Je me questionne aussi sur la relation avec les Premières Nations, parce que ça aussi, ça fait partie de l'historique, justement, de la question de l'énergie au Québec. Je me questionne sur la transition vers des énergies vertes qu'on est encore une fois en train de capitaliser. Mais bon, on n'apprend rien à ce niveau-là. Puis je me demande aussi, tu sais, c'est drôle parce que on parle de crise du logement, on parle de vagues d'immigration, on parle du déclin démographique du Québec, mais il faut continuer à produire. Fait que j'ai l'impression qu'on n'apprend rien de ce qu'on vit en ce moment comme crise, puis qu'on se prépare à des crises sans s'inspirer des leçons qu'on est en train d'apprendre maintenant. Fait que c'est ça, c'est pas mal tout ça qui me vient en tête quand on parle de ce sujet-là. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode pour ce soir, notre collaboration avec Apéro Cigare. Merci beaucoup, Jeffrey, d'être venu te prêter au jeu de cette collaboration. Chers auditeurs, d'ailleurs, j'aimerais insister, allez vous abonner à Apéro Cigare sur Apple Podcast, sur Spotify. Je pense que vous pouvez aussi les écouter à la radio, hein? C'est ça, Jeffrey? Radio à Montréal et à Québec, Sikia et Sisme. Ben, merci beaucoup pour la collaboration. Hélène, on te remercie aussi des propos incisifs, intéressants, intelligents, des petites attaques à travers tout ça. C'est absolument tout ce qu'on aime aux engagés publics. Je suis là pour ça. On va te réinviter pour venir nous faire des attaques frontales. JS, LP, merci d'avoir été aussi là ce soir. Nous, on va se revoir régulièrement dans le cadre de nos prochains épisodes. Et pour vous, chers auditeurs, ben encore une fois, merci. Allez sur YouTube, allez sur Apple Podcast, allez sur Spotify. Abonnez-vous, c'est important pour nous. On fait grandir nos plateformes. Donnez-nous aussi des étoiles. Là. Allez nous donner des Apple Podcasts 5 étoiles. Apple Podcast 5 étoiles. On vous remercie d'avance. C'est Denis Martel qui est au micro et on se retrouve pour un prochain épisode. Je pense que ça a bien été le 5e essai d'outro. Le dernier essai, c'est mieux. Je vais pas même garder un peu de bloopers.